Le genre de l'horreur possède quelque chose qu'aucun autre jeu ne possède. Et si vous n'y jouez pas, vous passez clairement à côté de quelque chose. Quand on parle de l'horreur, beaucoup de personnes pensent directement au gore, aux screamers, aux monstres jaillissant de nulle part. Pourtant, l'horreur, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, ça va bien plus loin que ça. L'horreur fascine, l'horreur divise, et ce n'est absolument pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Je serais même prête à parier que 99% d'entre vous n'ont aucune idée de ce qui rend réellement ce genre si terrifiant. Nombreux sont celles et ceux qui ne voient pas l'intérêt des jeux d'horreur, de s'infliger de telles émotions. Pourtant, à mes yeux, c'est le genre le plus intéressant. Que vous adoriez l'horreur ou que vous la fuyiez, si vous êtes là, c'est qu'elle vous intrigue, que quelque chose vous dérange. C'est le genre qui tord le plus les règles utilisées dans le jeu vidéo, qui utilise des techniques en dehors de celles dont on a l'habitude. D'ailleurs qui fournissent quelque chose d'unique qu'on recherche toutes et tous. Mais quoi exactement ? Design, neurosciences, psychologie et manipulation. Restez bien attentifs, sinon... Avant de plonger dans le décryptage du design de la peur et de voir ce sur quoi les jeux d'horreur s'appuient pour nous effrayer, quelle que soit notre sensibilité, il me semble essentiel de commencer par définir ce genre. Aussi étonnant que cela puisse-t-il paraître, c'est difficile de donner une définition précise et exacte de l'horreur. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de tester sans tomber dans du subjectif. Alors, pour faire les choses bien, on va partir sur la définition du professeur de psychologie Geneil Martin. Dans sa revue Why Do You Like Scary Movies, il explique que l'horreur a surtout été définie comme une réponse spontanée à un stimulus visuel choquant, ou comme un mélange de terreur et de répulsion. Pour Kawin, qui est professeur de littérature et d'études cinématographiques, l'horreur imaginée permet d'entrer dans un monde inventé où les peurs sont exacerbées, mais peuvent être maîtrisées. Elle touche à un noyau de peur que nous partageons en tant qu'humains, comme la peur d'être attaqué dans le noir. Elle offre un moyen de conceptualiser, de donner forme et de gérer le mal et ce qui effraie. Quant à Freud, il parlait de l'horreur comme de l'inquiétante étrangeté, ce qui aurait dû rester caché et secret mais qui a surgi au grand jour. En vrai, ces définitions, elles sont hyper importantes et surtout hyper parlantes. Et pour toucher ce noyau de peur, pour générer cette inquiétante étrangeté, l'horreur va se présenter sous différentes formes et vient susciter différentes frayeurs. On va avoir l'horreur psychologique, où l'isolement, la paranoïa et l'angoisse existentielle peuvent être intégrés à l'histoire, tout comme aux mécaniques de gameplay. Des jeux comme Silent Hill, Signalis ou encore Soma en sont de parfaits exemples d'horreur psychologique. On va ensuite avoir l'horreur dans la survie, qui va mettre l'accent sur la vulnérabilité, la rareté, la pénurie et donc l'importance de faire les meilleurs choix pour sa survie. Des jeux comme FNAF, Outlast ou Resident Evil sont réputés dans la terreur via le management de ressources, aussi bien de balles que de batteries. On va aussi retrouver l'horreur supernaturelle, qui va explorer l'inconnu, l'incompréhensible et donner une impression de faire face à quelque chose qui dépasse notre contrôle. On trouve ce type d'horreur dans les jeux comme par exemple Backrooms ou Slenderman. Et enfin, on va avoir le body horror, avec des transformations horrifiques, grotesques, des menaces envahissantes, des images perturbantes. C'est viscéral. Callisto Protocol ou Dead Space jouent beaucoup là-dessus. Et au niveau des films, on pourrait totalement citer The Thing ou encore The Substance. Et chacun de ces types d'horreur, bien qu'ils aient des manières différentes de susciter la peur en nous, ont tous un objectif commun: générer des émotions hyper spécifiques telles que la peur, l'anticipation, la surprise, le dégoût ou la tristesse. Et au final, l'impuissance. Mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui jouent aux jeux d'horreur recherchent cette sensation d'impuissance? Et surtout, pourquoi avoir envie de ressentir ça? C'est une émotion qui est hyper négative que personne n'a envie de ressentir dans la vie de tous les jours. Que vient-on réellement chercher dans l'horreur ? Qui sont les consommateurs de l'horreur? Pourquoi viennent-ils chercher cela? C'est une question importante que les designers de jeux d'horreur doivent se poser, tout comme les autres types de jeux. Si Animal Crossing propose des couleurs pastel douces et une atmosphère reposante, c'est pour répondre à une envie d'un type de joueur et joueuse, une motivation à explorer un monde cosy et se l'approprier. Si Elden Ring propose un monde sombre qui semble vouloir vous rouler dessus, c'est aussi pour répondre à ce besoin de challenge et d'immersion. Social, créativité, compréhension, masterisation, action et immersion, ce sont les motivateurs principaux des joueurs et joueuses, de vous et moi, de ce qui nous donnera envie de se tourner vers un jeu plutôt qu'un autre. Mais quand il s'agit de l'horreur, vers quoi on se tourne? Quelqu'un qui aime l'immersion et les histoires n'aura pas forcément envie de faire face à du body horror. Et quelqu'un qui aime le challenge et la stratégie n'aura pas forcément envie de supporter des screamers.
La peur est une émotion qui est extrêmement négative, qui n'est normalement pas recherchée dans la vie de tous les jours. Au final, c'est ce qu'on pourrait appeler le plaisir paradoxal, comme celui des différents challenges les plus répandus. Manger un piment, avaler un pot de cannelle en entier, monter dans l'attraction la plus flippante du parc, ou encore les sports extrêmes, le sport automobile ou encore l'escalade. C'est le plaisir de repousser ses limites, contrôler son stress face à des dangers potentiels. Et d'après Zuckerman, professeur spécialisé dans la psychologie de la personnalité, il s'agit de la recherche de sensations et d'expériences variées, nouvelles, complexes et intenses, ainsi que la volonté de prendre des risques physiques, sociaux, légaux et financiers pour le plaisir de ses expériences. Et si Zuckerman peut se permettre de dire ça, c'est notamment parce qu'il a développé la Sensation Seeking Scale, un questionnaire qui est conçu pour mesurer le trait de personnalité SSS. Et là, le troisième S est très important. Cette échelle, elle comporte 4 dimensions. La recherche de sensations fortes et d'aventure, la recherche d'expérience, la désinhibition, en gros la tendance à rechercher des sensations à travers des comportements sociaux, impulsifs et désinhibés. Et enfin la susceptibilité à l'ennui, le besoin de rejeter la routine. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour rien. Quand j'ai demandé à un ami pourquoi il trouvait que Silent Hill était un bon jeu d'horreur, il m'a répondu sauf que c'est hyper subjectif. Pourquoi l'ambiance le marque? Pourquoi un brouillard fait un effet morbide? Sur quoi le jeu joue pour donner cette impression-là? Et pour aller encore plus loin, pourquoi le cerveau continue de jouer à ça alors qu'il trouve ça morbide? Ce qui est négatif. À ce stade, mon ami m'a répondu que c'était intriguant, que ça le rendait curieux. On voit que mon ami, dans les 4 dimensions de la SSS, a probablement le besoin de recherche d'expérience et la sensibilité à l'ennui. Vous me suivez? Ça peut sonner un peu branlette de cerveau de se poser toutes ces questions, mais c'est ce qui va mener à toute la réflexion du design des jeux d'horreur. En tant que joueur, ça semble simple de juger si ça fait peur ou non, mais le designer, c'est une toute autre histoire. Et quand les designers savent ce que les joueurs veulent, ils peuvent les manipuler. Pas négativement, mais ils vont pouvoir jouer sur notre propre terrain, en brisant littéralement toutes les règles du jeu vidéo que vous avez appris jusqu'ici. Je l'ai répété pas mal de fois, mais les jeux d'horreur sont bien plus subtils que ce qu'on pense. Quand vous pétez un plomb contre votre personnage parce qu'il est lourd, maladroit et qu'il se retourne pas aussi vite que ce que vous aimeriez, la réalité c'est que c'est probablement une intention des designers pour que vous vous sentiez impuissant. Vous prenez peur d'un ennemi, un screamer ou une scène horrifique, et vous essayez de fuir mais ça réagit pas aussi vite que prévu. Vous sentez la frustration qui monte en vous tout autant que l'énorme poussée d'adrénaline. Vous prenez peur et lorsque vous vous tirez d'affaire, c'est un shot de dopamine. Et d'ailleurs c'est l'un des seuls genres où on se permet de générer autant de friction. Quand à la base, le métier d'UX designer est censé fluidifier et rendre le plus intuitif possible la navigation dans les différents menus et l'expérience de jeu au global, ici c'est tout l'inverse. J'ai ne rien faire et utiliser H. À l'aide, je suis coincée à là, vraiment? Des notes sur l'interface. L'UX ne semble pas bien faite. Comme si les jeux d'horreur faisaient exprès de mal faire pour nous dérouter. En tant que UX designer, il y a une liste de règles à respecter, ou du moins une limite à ne pas franchir pour éviter de frustrer les joueurs et de leur gâcher l'expérience. Et là-dessus, autant vous dire que les jeux d'horreur, au contraire, ils jouent avec, notamment pour satisfaire les personnes en recherche de sensations, de désinhibition et de nouvelles expériences. On va faire un jeu et je vous propose de décortiquer tout ça. Commençons par le plus évident, les effets visuels. Là-dessus, il y a 3 grands éléments à noter. Est-ce que vous les avez? On va commencer par le tout premier. Celui-ci, normalement, tout le monde l'a, c'est assez basique et classique, mais les jeux d'horreur utilisent l'éclairage à leurs avantages, notamment en faisant des jeux qui se jouent en pleine nuit. Un jeu d'horreur en pleine journée, c'est assez rare, à moins qu'il y ait un épais brouillard ou un contraste, et l'éclairage a un enjeu qui est double. Effrayer le joueur qui ne peut voir ce qui se passe autour de lui, mais aussi lui offrir des points de repère qui vont le guider. C'est le cas par exemple dans Alan Wake, dans Until Dawn, ou encore dans Outer Wilds. La deuxième catégorie est assez connue aussi, et c'est l'uncanny valley. Ce sentiment d'étrangeté quand quelque chose semble presque humain, mais pas tout à fait. Un visage trop lisse, un sourire figé, une horloge inanimée, un environnement avec trop d'éléments identiques. Tout ça, ça provoque une gêne profonde. Parce que notre cerveau reconnaît l'humain, ou l'élément, mais ne perçoit une anomalie. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Je crois que j'ai réalisé que c'était ça qui me faisait hyper peur, notamment dans l'une des vidéos de Feldup, avec le Mandela Catalogue. C'est pas la peur d'un monstre qui est extérieur, mais c'est la peur viscérale de il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça génère une sorte de curiosité morbide, une envie de regarder ce qui nous fige, mais en même temps de fuir, et une peur intérieure immense qui peut rester très longtemps même après le jeu. Et le tout dernier point, pour le coup, celui-ci, je suis pas sûre que vous l'ayez, en tout cas peut-être pas le terme, mais c'est la versiphobia, ou la peur du glitch. C'est une technique qui est très souvent utilisée, même en tant que mécanique de jeu, pour détecter une présence par exemple, ou encore un moyen de produire un effet de surprise.
Cette peur, elle est très très liée à notre génération, la génération des millennials et des Gen Z. On a grandi dans un environnement digital qui est relativement propre et contrôlé. Donc quand un glitch apparaît, ça crée une rupture de confiance. Comme si le monde qui était safe se fissurait. Mais bien évidemment, quand on parle de visuel, on parle aussi de son. Ce qui nous emmène à toute la partie décortiquage du sound design. Les sons. Sûrement l'un des éléments les plus significatifs du genre d'horreur. Et ici, il y a 3 dimensions. Le premier, c'est le sound design, forcément. L'ambiance pesante qui est réalisée grâce au son te fait te sentir claustrophobe. Ici, je vais spoiler un petit peu le DLC d'Outer Wilds, donc n'hésitez pas à avancer si vous ne l'avez pas fait. Mais dans Echoes of the Eye, on le ressent énormément. Le son des étrangers est strident, omniprésent. Et l'ambiance est hyper pesante et on a peur de croiser la route de l'un d'entre eux par mégarde. L'environnement autour de nous a beau être super grand, on se sent complètement écrasé. Dans le sound design, il y a aussi tous les sons qui vont brouiller nos repères, tout comme ceux de Five Nights at Freddy's. Tu peux littéralement pas bouger et tu peux que entendre le grésillement des lumières, le bruit constant du ventilateur. T'aimerais que tout s'arrête pour te focaliser sur les mouvements des animatroniques, mais tous ces sons te surchargent et ne s'arrêtent jamais. Et enfin, il y a aussi les battements de cœur de l'avatar qui vont se mêler à notre propre pouls et notre adrénaline. Dans Outlast, t'as aucune arme et ton seul moyen de survie, c'est courir, te cacher, éteindre ta caméra. Le jeu déclenche souvent des battements de cœur avant même que tu vois l'ennemi. Et ça vient du sound design. Tout ce qui va être infrabasse et son cardiaque mixé dans l'ambiance. Ça prévient ton corps que t'es en danger même sans preuve visuelle. Amnesia The Dark Descent utilise aussi vachement cette technique. T'as 0 arme et ton cœur bat et l'écran se trouble quand l'ennemi est trop proche. Alors certes, les visuels jouent, mais les sons clairement aussi. Ah fuck! Le deuxième élément dont je voulais parler à propos du sound design, c'est la musique. Elle peut être mélancolique, comme dans Silent Hill 2. Mary, could you really be in this town? Difforme, comme dans Signalis. Ou encore forte et imposante, comme dans Outlast. Mais de manière générale, on la retrouve souvent dissonante. Et vous savez pourquoi une musique dissonante fait cet effet hyper malaisant? Elle est littéralement conçue pour générer de la tension et de l'inconfort, pour faire en sorte qu'il y ait des réactions dans votre cerveau. Des recherches ont montré qu'elle activait littéralement des zones cérébrales spécifiques, et qu'en faisant ça, elle modifiait l'activité des récepteurs. En langage de Moldu, ça veut littéralement dire que quand t'écoutes de la musique dissonante, ton cerveau active des zones associées à tout ce qui va être la mémoire contextuelle, la prise de conscience de soi et de l'espace, mais aussi la prise de décision émotionnelle et sociale. Et tout ça, le fait d'activer ces zones, ça va faire que ton cerveau va traiter la musique dissonante comme un signal d'alerte. En gros, la musique dit littéralement à ton cerveau « Oh, aie conscience de ton environnement et de toi-même, il y a peut-être un problème. » Ça t'amène à être plus vigilant, plus alerte. Et c'est notamment pour ça que mettre de la musique chill ou clownesque sur un jeu d'horreur, ça change littéralement toute l'ambiance. Fondamentalement, ça n'active plus les mêmes choses dans votre cerveau. Et le tout dernier point, c'est le silence. L'absence du son après du bruit constant, c'est terrifiant. Couper tout son, ça veut dire obliger le joueur à se demander qu'est-ce qui va arriver. Le silence amplifie chaque bruit du joueur, respiration, pas, ce qui renforce d'autant plus l'immersion, l'appréhension. Et c'est ici qu'on va toucher un petit peu plus au game feel, parce que au-delà des visuels et des sons, il y a plein d'autres choses qui vont être touchées dans le game design de manière générale pour pouvoir créer cette appréhension. Au-delà des visuels et des sons, il y a un autre levier pour générer de la peur et c'est le game feel. Avant de parler de game design de manière générale, j'aimerais vraiment me focaliser sur le game feel et notamment sur 2 points. Le premier, c'est les contrôles. Quand normalement tout est fait pour que les contrôles soient les plus intuitifs possibles et offrent un game feel agréable, les jeux d'horreur font tout l'inverse. C'est compliqué, c'est lourd, le changement d'arme peut prendre énormément de temps, le rechargement est compliqué et la visée est fastidieuse, et ça c'est intentionnel. Si c'était l'inverse, vous ne vous sentiriez pas impuissant. Vous êtes limité. Le jeu vous rappelle sans cesse que ce n'est pas vous qui contrôlez. Et le deuxième point, du coup, vous l'aurez deviné puisque j'en parlais un petit peu avant, mais c'est la caméra. Et la caméra, parfois, ne fait qu'accentuer cette frustration. Comme c'est le cas dans Until Dawn ou encore Resident Evil. Très souvent, on va marcher dans un sens, on se retrouve à faire demi-tour, on ne comprend pas pourquoi. La caméra ne vise absolument pas ce qu'on a envie qu'elle voie. Et dans Silent Hill, ce sentiment est particulièrement marqué, parce qu'à chaque fois, on a la sensation qu'au moment où la caméra va switcher, on va se retrouver face à un ennemi. Elle ne regarde jamais là où on veut voir, ce qui accentue encore plus nos peurs et notre anticipation de tomber sur quelque chose qu'on n'a pas envie de croiser. Tu sais jamais ce sur quoi tu vas tomber, le changement de vue est drastique et soudain, c'est anxiogène, une fois la caméra est figée, une autre fois non, tout
te rappelle que tu n'es maître de rien. Et le game feel est assez frustrant puisqu'il ne se laisse pas prendre en main. Il ne se laisse pas dompter. Il n'est pas fait pour vous. Et c'est là qu'on arrive de manière plus générale au game design. Pour nous empêcher de nous ennuyer, les designers vont tout faire pour qu'on n'identifie aucun pattern, qu'on ne sache jamais vraiment comment agir quand on fait face à un ennemi, on soit constamment surpris. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. En brisant le 4e mur, le jeu rigole, te dit « Tu pensais que ça allait rester entre nous ?» Cette carte meurt, je devrais supprimer le fichier de ton disque. Ça vous fait croire que votre ordinateur peut lui aussi être corrompu, que le jeu d'horreur va plus loin que simplement le jeu, qu'il impacte aussi votre réalité. Est-ce que vous vous rappelez aussi de la dimension recherche de sensations fortes et aventure ? Pourquoi, alors que des personnes ont ce besoin de sensations fortes et d'aventure, quasi tous les jeux d'horreur ont des protagonistes impuissants ? On n'a pas d'armes, on manque de ressources, notre seule source de lumière est une pauvre lampe torche ou une caméra à qui il manque des piles. Ça nous force à prendre des décisions. Ça nous met dans une situation dont on n'a pas l'habitude. Choisir entre être équipé pour se défendre, mais potentiellement ne pas pouvoir avancer dans le jeu, ou avoir les items pour avancer plus vite dans le jeu, mais ne pas pouvoir se défendre. Et les jeux vont nous rendre fous. Jouer sur ce qu'on appelle le priming. C'est un effet psychologique où on va être exposé de manière préalable à un stimulus qui va impacter la manière dont on perçoit ou réagit à quelque chose. Et ça se passe sans qu'on se rende compte. Typiquement, Dead Space, pourquoi vous êtes autant traumatisé par toutes ces bouches d'aération ? Parce qu'il joue sur le priming. Il vous expose au préalable à une bouche d'aération de laquelle sort un ennemi, ce qui fait que vous allez percevoir chaque bouche d'aération comme dangereuse. Et pourtant, les ennemis ne sortent pas dans 100% des cas. Et ça va générer même autre chose, quelque chose qui va énormément perturber le cerveau, ce qu'on appelle le negative void. C'est un vide qui crée une tension que le cerveau va essayer de combler. Pourquoi l'ennemi sort pas ? Est-ce qu'il va finir par sortir ? Est-ce que ça va arriver bien plus tard ? Où est le screamer ? Au-delà de ça, le game design va aussi jouer sur nos valeurs, notre peur de réaliser un mauvais choix. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les jeux d'horreur ont souvent plusieurs fins. Ça va nous donner envie de recommencer et de changer nos choix, d'être persuadé qu'on a fait les meilleurs, qu'on n'a rien loupé, qu'on a la meilleure fin. Mais là, vous allez me dire que je parle de manière très macro en termes de game design. Parce que dans le game design, il y a aussi 3 autres dimensions que j'ai pas précisées et que je pense que vous avez bien en tête. La première, c'est le level design. Les jeux d'horreur efficaces vont utiliser aussi, en plus des sons, des visuels et de tout ce qu'on a cité précédemment, leur level design pour renforcer le sentiment de claustrophobie et d'impuissance. Les espaces étroits, les tunnels et les angles fermés nous donnent l'impression qu'on a nulle part où fuir. Les zones qui vont être confinées vont ralentir la progression et vont maintenir le rythme de la tension. Fermer les zones derrière nous, ça va renforcer la sensation de non-retour, nous poussant à nous enfoncer toujours plus loin dans l'horreur. Et ces mécaniques sont particulièrement puissantes pendant des séquences de course-poursuite. Putain, mais... Il y a aussi un autre élément là-dedans qui va jouer, et c'est la narration. Il y a des jeux où tu comprends pas tout de suite ce qui se passe. Rien n'explose, personne te court après, et pourtant il y a quelque chose qui tourne pas rond. Un détail qui te dérange, une boucle étrange, un son qui se répète, un sourire figé un peu trop longtemps. La peur vient pas toujours d'un monstre, mais parfois de toi, de moi, de nous en fait. De ce que ton cerveau essaye de comprendre ou de ce qu'il refuse de voir. Et quand je parle de narration, je parle aussi bien des dialogues, du lore et de l'histoire qui est construite autour du jeu, mais aussi de l'environnement. Les décors ne sont pas de simples fonds. Ce sont des acteurs à part entière qui vont servir notamment la narration. L'environnement doit raconter la même histoire que les monstres, parfois même devenir un monstre lui-même. Et c'est ce qu'a très bien fait The Callisto Protocol, dont les artistes se sont inspirés du Bauhaus, désolé pour la prononciation si c'est pas ça, un style architectural où tout ce qui est normalement caché, les tuyaux, les câbles, les structures internes, est montré. Et ici, cette transparence devient organique et dérangeante. Les murs ont des veines, les métaux semblent respirer et tout le décor donne l'impression que t'évolues dans un organisme vivant. Résultat, le monde et les créatures partagent le même langage visuel, tout paraît cohérent, contaminé et hostile, et toi, joueur, t'es plus qu'un visiteur. T'es un intrus dans un corps malade. Mais l'horreur naît aussi de ce qu'on ne voit pas, et c'est ce qu'on appelle le negative space. Ok, pourquoi les backrooms, c'est quelque chose qui vous angoisse ? Pourquoi le couloir de Shining, c'est quelque chose d'hyper angoissant ? Ces zones vides, silencieuse où il ne se passe rien, ça crée un vrai potentiel terrifiant. Parce que ton imagination va se charger de les remplir. C'est ce que Thomas Ives appelle la peur du possible. T'as pas peur de ce que tu vois, mais t'as peur de ce qui pourrait y être. Tout ça, ça joue sur l'anticipation, ça joue avec notre cerveau, ça joue avec notre imagination. Au final, tout ce dont on vient de parler constitue l'expérience utilisateur. De la manière dont fonctionnent les interfaces à comment le jeu t'apprend à jouer, dans les jeux d'horreur, l'expérience utilisateur est pensée pour être ton pire ennemi. Il n'y a que très peu, voire pas du tout de tuto. Dans Little Nightmares, par exemple, on est directement lâché sans aucune explication de ce qu'il se passe. Dans Exit 8, on doit tourner 2 fois avant d'avoir les premières indications. Ah, ça y est. Dans Silent Hill, on ne t'explique pas comment combiner les éléments.
Et dans Signalis, même si le jeu introduit plus de tutos que Silent Hill, il les laisse froids, ternes, sous forme de papier intégré à la direction artistique du jeu, de manuel. On en parlait aussi tout à l'heure, mais l'ergonomie est souvent éclatée. Quand dans tous les jeux, les inventaires sont extensibles, dans les jeux d'horreur, c'est tout l'inverse. Il faut gérer ses ressources, mais aussi choisir ce qu'on emporte avec soi. Parfois, on a traversé toute une zone de jeu et trouvé comment avancer, et d'un coup, on réalise qu'on n'a pas pris avec nous la clé qu'on a récupérée en début de jeu et laissée dans le bac, en priorisant les munitions. Et les menus sont incompréhensibles. J'abuse un peu, mais on voit bien que ce n'est pas fait pour être lisible facilement. En somme, tout ce qu'un bon UX designer est censé éviter, ici, c'est voulu. Parce que dans l'horreur, l'UX n'est pas là pour nous aider. Elle est là pour nous piéger. Des sons qu'on n'arrive pas à localiser, alors qu'habituellement, ils facilitent l'orientation. Des portes qu'on croit pouvoir ouvrir, mais en fait non. Pourquoi se ressemblent-elles toutes, alors qu'habituellement, il faut distinguer la forme de la fonction? Même les safe rooms ne sont plus si safe que ça. Tout ça pour créer une tension constante. Là où un jeu normal cherche à réduire la friction, le jeu d'horreur, lui, la fabrique volontairement. Tout le génie du design horrifique réside dans le fait de trouver l'équilibre parfait entre inconfort et contrôle. En apparence, ça paraît simple. Genre avec une émotion primaire, brutale, la peur. Et donc activer à mort les screamers, les environnements sombres, les musiques flippantes. Mais la réalité, c'est que c'est bien plus complexe que ça. Dans un bon jeu d'horreur, rien n'est laissé au hasard. Chaque son, chaque silence, chaque ralentissement est pensé pour toi ou contre toi. Un genre où tout ce qu'on t'a appris sur le confort, la logique et la sécurité est retourné contre toi. Au final, les jeux d'horreur, c'est l'endroit où game design et psychologie sont probablement à leur meilleure rencontre, où l'on transforme les réactions les plus primaires en gameplay, où chaque erreur, chaque hésitation, chaque silence, chaque couloir devient un outil de narration. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est le genre le plus intéressant de tous. Parce qu'il cherche pas réellement à te divertir ou à te challenger, mais il cherche à te confronter à toi-même. Il teste plein de choses différentes, il casse les conventions. Alors, la prochaine fois que tu joues, que t'hésites à jouer à un jeu d'horreur, pose-toi la question: est-ce que j'ai peur du jeu ou est-ce que j'ai peur de ce que je réveille en moi?